Gautier explique, l'auteur Jean Gautier, explique quoi? Que au moment de la première puberté, c'est-à-dire au moment où il y a cette activation hypophyso-thyroïdo-surrénalo-génitale, vers le 8e jour, à partir du 8e jour, il y a donc, à l'endroit de cette sphère sexuelle, génitale, du petit nourrisson, une hypersensibilité créée par cette effervescence endocrinienne. Le but de cette puberté étant, encore une fois, je répète, une stimulation de la glande génitale interstitielle qui va avoir un rôle énorme dans l'équilibre de l'enfant et du futur adulte. Par la volonté, par l'équilibre, par la liberté, etc. L'indépendance. Or, le trauma, disait Gautier toujours, engendré par une opération qui est un traumatisme. On ne peut pas dire le contraire. Je connais des gens qui ont assisté à des circoncisions. C'est très dur, même à voir. C'est rituel, mais c'est très dur. Gautier disait, ça a été contesté par des juifs à qui j'en avais parlé d'ailleurs, mais si Gautier l'a dit, c'est qu'il l'a vu écrit, il n'a pas inventé. Ça se pratiquait autrefois, dans les temps anciens, avec les dents. Avec les dents? Avec les dents. Donc Gautier l'a vu quelque part. Alors, s'il y en a qui écoutent, qui ne sont pas d'accord, peut-être. Gautier l'a pas inventé. Gautier n'inventait rien. C'était un lecteur. Oui, voilà. Alors, il va se passer dans cette sphère génitale extrêmement tendre et sensible un trauma qui, dit-il, ne va pas manquer de créer dans cette sphère très circonscrite, mais très sensible surtout, un empêchement, une sorte de barrage à ce développement qui est engendré, qui est dans un processus naturel d'évolution de cette génitale. Il va y avoir comme un empêchement de ce développement génital. Or, quand on sait que la génitale est la glande de l'équilibre, alors attendez, je raisonne, mais il ne faut pas trop voir les implications parce qu'on ne va pas en sortir, mais la glande de l'équilibre, la glande de la volonté, la glande du courage, eh bien, on peut penser que ceux qui sont circoncis au 8e jour peuvent avoir certaines difficultés à répondre à ces critères. C'est tout ce que je pourrais dire. J'accuse personne ni rien. Il y a des gens remarquables chez tout le monde, même chez les circoncis, évidemment. Mais Gautier est formel. Actuellement, je ne pourrais pas faire paraître ce document. Évidemment. Vous aurez beaucoup de gens sur le dos. Oui, évidemment. Mais personne ne pourra me démontrer le contraire, parce que cette réalité est absolument fondamentale. Elle est physiologique. Gautier a fait des études sur tout ça. Je ne vais pas en parler trop de ça. Mais voilà pourquoi Domène, qui était juif par sa mère, était un prosélyte de l'anticirconcision. Il voulait faire qu'on supprime la circoncision. Alors voilà, c'est tout. J'ai expliqué pourquoi, les conséquences. Parce qu'on nous a dit ça. Alors, sur les... voilà. Attendez, j'ai pas tout dit. Allez-y. J'ajouterai une chose, c'est que chez ce peuple de circoncis au 8e jour, il y a une hyper-intelligence qui est connue. Elle vient d'où? Elle vient du fait que la circoncision apportant une atténuation relative, bien sûr, pas absolue, heureusement, parce que à ce moment-là, on irait vers la folie, mais relative, va permettre, et cette génitale étant un régulateur, un équilibrage opéré, une sorte de gyroscope qui étouffe les glandes qui seraient trop puissantes, mais qui stimule celles qui seraient trop faibles. Donc équilibrage, glande de l'équilibre, la génitale, ne pas oublier. Eh bien, chez donc les circoncis, ce régulateur n'étant plus suffisamment opérationnel, somatiquement, et peut-être même intellectuellement d'ailleurs, nous avons 3 glandes qui vont s'hyperdévelopper à cause du fait que la génitale n'opère pas suffisamment sur ces glandes. Et donc l'hypophyse va devenir hyper, la thyroïde va devenir hyper, et les surrénales vont devenir hyper. Ça donne des gens, parce que l'intelligence, l'adaptation viennent de ces 3 glandes. La génitale ne donne que la régulation, le libre arbitre, la modération, la volonté, le contrôle, la concentration, tout ça. Enfin, concentration, oui, volontaire.
la tension aussi. Mais l'intelligence pure, mathématique, il y a chez eux des génies des mathématiques. Les exécutants en musique surpassent tout le monde. Rachmaninoff, Yehudi Menuhin, il faut les voir. La spéculation intellectuelle, philosophes et autres, les affaires. Toutes ces capacités viennent de ces trois glandes, hypophyse, thyroïde et surrénale. Ils sont considérés comme supérieurs en intelligence à cause, alors c'est ma démonstration, du fait que la génitale n'a pas opéré un réglage suffisant qui permet à ces trois glandes de monter dans les étages. D'accord. Voilà l'explication. Ben, c'est très intéressant. Ça voudrait dire que donc, il y aura une espèce de compensation quoi, des autres glandes du fait de si la vous voulez. circoncision. Voilà, c'est ça. C'est, parce qu'il y a beaucoup de gens circoncis, je sais qu'ils nous regardent. Donc... Oui, mais c'est Gauthier. Hein, mais quand cette circoncision n'a pas lieu au 8e jour, c'est différent. Hein. Ah, d'accord, voilà, à préciser. Chez les Arabes, notamment, c'est vers 8 ans, 12 ans. Alors, Voilà. ça dépend des peuplades. Mais c'est le 8e jour qui est important. À partir du 8e jour. Alors, voilà peut-être un secret de la communauté juive, alors écoutez, de leur réussite, de leur succès. Ah ben, c'est tout à fait ça. Gauthier a découvert des choses absolument sensationnelles. Des choses, mais j'en ai 8 à 10 000 pages. Alors vous savez, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais j'avais une prof d'économie dans ma clientèle il y a 25-27 ans, qui était juive tunisienne et qui m'a dit « Oh, c'est passionnant !» Parce que je lui avais raconté ça. Elle m'avait dit « Oh, vous devriez venir parler à Radio J, ça les intéresserait, ils sont très ouverts. » C'est vrai qu'ils sont très très ouverts, hein, les juifs. Alors non, parce que je ne voyais pas parler de ça dans une radio quand même, mais elle m'avait dit ça, c'est vrai, ça les intéresse. Ah, moi je trouve ça assez passionnant comme sujet. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore voilà. Alors, parce que là, il y a des questions, oui. Il y a des questions, mais si ça va tellement vite. Voilà. Ah, on nous demande, voilà, est-ce que ça peut avoir une influence sur les drogues et la prise de drogue, les glandes? Oh, mais totalement. Ah, on est en plein dans le sujet alors. Totalement. C'est-à-dire que donc les prises de drogue sont liées au fonctionnement, vous pensez, donc de ces glandes-là? Attention, alors, c'est un peu différent. Alors. La drogue est un excitant. Ouais. C'est un euphorisant. L'euphorie, c'est la thyroïde. Car tout ce qui est plaisir, tout ce qui est stimulation, tout ce qui est euphorie, tout ce qui est excitation, est toujours thyroïdienne. Alors ça, il faut bien le savoir par cœur. On le sait comment? On le sait de différentes façons, mais on le sait surtout par le fait que ceux qui sont hypothyroïdiens sont le contraire de tout ça. Ils sont là, tranquilles, ils n'ont pas d'euphorie, ils sont égaux. Il y a des petits Mongoliens qui sont très très aimables, très agréables, très gentils, ils ont le cœur sur la main, il y a des qualités, mais il n'y a pas de vitalité, c'est toujours amoindri par la vitalité. Alors, la drogue. Quand on prend de la drogue, on ressent une euphorie, par exemple, que ce soit la cocaïne ou ce qu'on veut, on ressent une excitation. Elle est thyroïdienne. On a parlé de l'influence sur le cerveau. Je suis obligé, logique avec moi-même, de dire que le cerveau n'est pas impliqué du tout, et que si on trouve, c'est pareil, si on trouve dans le cerveau des anomalies qui seraient dues à la drogue, c'est en raison du fait que les perturbations endocriniennes produisent sur les neurones des perturbations qu'on peut attribuer au cerveau, mais qui sont par les drogues, mais qui ne sont pas d'origine cérébrale. Toujours pareil. Le primat glandulaire. L'alcool, par exemple, agit parfaitement sur les glandes. Il y a un article qui est sur Internet, sur mon site, j'avais écrit il y a 25 ou 30 ans, sur l'origine de l'alcoolisme, comment ça fonctionne. Qu'est-ce que c'est que l'alcoolisme? Je prends l'alcoolisme parce que c'est aussi une sorte de drogue. Bon, c'est pareil pour les autres drogues. Bien sûr. Celui qui devient alcoolique, c'est tout simplement parce qu'il ressent par l'excitation de l'alcool, qui est un excitant thyroïdien, une euphorie d'abord. C'est-à-dire une augmentation de sa vitalité. Et donc, de son plaisir de vivre, d'une adaptation meilleure. On a besoin d'être bien adapté, d'être euphorique, d'être en forme. Et l'alcool contribue, comme d'autres drogues d'ailleurs, à cette euphorisation. La difficulté, c'est que
à la clé, il y a le problème de l'addiction. C'est que quand on prend de l'alcool, comme tout autre domaine, je prends celui de l'alcool là, comme exemple, il va y avoir une excitation de plus en plus, enfin pas de plus en plus, qui va être répétée par les prises d'alcool, mais la thyroïde, elle va se fatiguer. La thyroïde est un organe qui est vital. Il nous fait vivre. On ne peut pas vivre sans thyroïde. On ne peut pas. D'accord. Il nous fait vivre, elle nous fait penser, elle nous fait agir, elle nous fait dormir. Elle nous fait nous réveiller aussi. On parlera du sommeil une autre fois, hein, je crois. Cette thyroïde, elle se fatigue si on la stimule de façon artificielle, trop systématique. Si elle baisse de régime, ça signifie pour la personne que sa vitalité va diminuer. Donc le plaisir de vivre, sa vitalité, son adaptation, tout son être va diminuer de régime. Il va être fatigué. Il va devoir faire appel à sa drogue pour maintenir le niveau de vitalité. Mais au fur et à mesure qu'il prend cet excitant, en raison du fait que la thyroïde se fatigue, il va devoir augmenter la dose de cet excitant pour maintenir le même niveau d'excitation thyroïdienne. Danger. Pourquoi ? Parce qu'on va vers un épuisement de la thyroïde. Il ne faut pas oublier que la thyroïde fait vivre, fait fonctionner, nous fait battre le cœur, nous fait agir sur le pancréas, sur le foie, sur les intestins, sur l'estomac, sur la digestion, sur l'imagination, sur la pensée, sur la concentration. La thyroïde, elle est partout, partout, partout. Si la thyroïde diminue de régime en raison d'une fatigue artificielle due à l'excitation d'alcool, nous allons voir des gens qui risquent de tomber dans un coma éthylique, qui risquent de perdre même la vie éventuellement, car la thyroïde est la glande de la vie. Le bouquin que je vous ai passé, c'est le titre, la glande de la vie. Et voilà pourquoi l'alcool est dangereux. Il est dangereux à cause du fait qu'il engendre une addiction. L'addiction, c'est un esclavage qui est entièrement thyroïdien. On a besoin de cette vitalité, car cette vitalité, la vie, c'est ce qu'on a de plus précieux. La vie, c'est la thyroïde. C'est l'âme, la vie, attention. Il y a deux étages. Il y a l'âme, qui est la vie, mais sur le plan physiologique. C'est la thyroïde, qui est le conditionnement physiologique de cette vie. La vie est spirituelle. Mais la thyroïde est l'organe de la vie. Et que si on fatigue trop sa thyroïde, là je ne parle plus des drogues, si quelqu'un est un accro au travail, quelqu'un qui se dépense en énergie, surtout à un certain âge, après 40 ans, 50 ans, etc., si donc quelqu'un exagère dans ses activités, surtout si d'ailleurs sa thyroïde baisse de régime, parce qu'il se fatigue, il va avoir recours à du café, à de l'alcool, du whisky, que sais-je, pour donner toujours à sa thyroïde le même régime adaptatif, il peut un jour perdre la vie par épuisement thyroïdien. Et le docteur Gautier disait, c'est tout à fait, pour moi, très simple, mais très révolutionnaire, que la mort des hommes d'affaires, c'est une conférence qu'il avait faite un jour, la mort des hommes d'affaires, mais tout le monde, même sans être homme d'affaires, on peut mourir d'un arrêt thyroïdien, vient d'un arrêt thyroïdien. Donc les gens qui s'épuisent meurent subitement, peuvent mourir subitement, ils s'effondrent, ils sont morts. On ne sait pas pourquoi. Parce qu'on dit que c'est une crise cardiaque. On dit que c'est une rupture d'anévrisme. Parce que la nature ayant horreur du vide, on veut donner une explication. Mais c'est une pure hypothèse. La preuve, c'est qu'il y a des footballeurs de 23 ans qui s'effondrent sur le terrain de football. Soit qu'ils aient pris une drogue qui a fatigué leur thyroïde, soit qu'ils se sont donné beaucoup trop d'activités sportives qui ont exagéré et qui a fait que la thyroïde a lâché. Mais la mort subite, c'est la thyroïde qui s'arrête. Personne ne dit ça. Personne. Les morts subites, il y en a beaucoup. Beaucoup de gens meurent subitement. Mais dans ce cas-là, nous pouvons savoir, par l'entourage, etc., qu'il y a toujours eu des prodromes. Qu'est-ce qu'un prodrome ? C'est un signe avant-coureur. Des gens qui ont des avertissements, par exemple, ils ont un malaise, 50 ans, 60 ans, peu importe, mais déjà à un certain âge, quand quelqu'un force un peu sa nature, quand on est jeune, ça risque moins, 20 ans, 30 ans.
Mais quand on prend de l'âge, attention à l'activité, ils ont des signes avant-coureurs, c'est-à-dire qu'ils ont soit des malaises un peu cardiaques, des malaises généraux, un peu de fatigue, un peu d'angoisse, enfin, qui les arrêtent pour une après-midi ou une journée. Ils vont consulter un médecin, généralement c'est le cardiologue. Le cardiologue ausculte, voit qu'il n'y a rien de spécial au cœur, conscient de son travail quand même, sa valeur, il dit attention, bon vous avez ce malaise, bon, vous travaillez beaucoup, oui je travaille beaucoup, mais faites attention, hein, reposez-vous quand même, faites attention, bon il n'y a rien au cœur, bon pas de problème, il veut rasséréner. Mais il ne fallait pas rasséréner. Il faut faire peur au contraire. Ah oui, parce que vous sauvez la personne d'un infarctus foudroyant peut-être de 3 ans après. Ça, c'est le docteur Jean Gauthier. L'hyperactivité donne en général, donc je répète, des signes avant-coureurs qui devraient nous mettre en garde contre un hyper-travail, d'hyperactivité, des soucis, des préoccupations lancinantes, etc., de manière que nous n'ayons pas cette possibilité de perdre la vie subitement. Donc il y a toujours des signes, mais il faut savoir les identifier. Quand même. En général, les signes, c'est qu'on a fait 2-3 ans avant, ou peu importe, quelque chose qui nous avertissait d'un signe où la thyroïde donnait des signes avant-coureurs d'une fatigue qu'elle avait. Ça n'existe pas. Quelqu'un, tout d'un coup, sans prévenir, s'écroule. Il y a des choses qui montrent qu'elle est capable de se fatiguer. Dans ce cas-là, il faut être très prudent. Il faudrait pouvoir se reposer, être averti de ce phénomène. Mais comment on fait pour connaître l'état de ces glandes, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire comment savoir si ma thyroïde elle est en bonne santé? J'ai trop chaud, je vais enlever mon chandail. Alors, ça va être très, très, très correct. Attendez, je tire ça, oui, voilà. Il fait très chaud. Sur le plateau, c'est un peu les sunlight hein, quand même. Hein. Je m'explique, mais je suis en train de crever la donne. Voilà. On remet ça où il faut. Voilà. Mettons ici. Voilà, ici ce sera parfait, normalement, on va bien vous entendre. Excusez-moi, oui. Alors, ça va pas. Alors, vous disiez, comment fait-on comment peut-on savoir qu'on a ces glandes en bonne santé, si j'ose dire, qu'elles sont équilibrées? Oh, c'est pas difficile. C'est surtout pas le laboratoire qui va nous le montrer. Parce que les mesures opérées ne donnent pas l'état clinique, forcément. On en parlera une autre fois, ce n'est pas le sujet, mais l'état glandulaire se voit par l'état de ressenti. Des personnes qui sont en forme, qui ne sont pas fatiguées, qui sont bien dans leur peau, parce qu'elles respectent le sommeil, parce qu'elles respectent le fait de ne pas prendre ni de drogue, ni trop d'alcool, en tout cas, ni de mets qui pourraient les fatiguer, etc. Bon, ils gèrent leur alimentation, leur vie, si vous voulez. Dans ce cas-là, il n'y a aucune raison que les glandes, chez quelqu'un de naturel, de normal, les glandes accusent des déficits. Parce que la vie, c'est la vie qui commande, fait que ces gens maintiennent leur équilibre glandulaire. Donc je dis, ces gens sont en bonne santé grâce à eux. Lorsque les glandes donnent des signes de maladie, de perturbation, de fatigue chronique, de base d'eau, de maladie d'Hashimoto, alors là c'est énormément, eh bien ce sont des gens qui fatiguent, qui ont le souci, la préoccupation, dans les contradictions, dans l'exploitation, dans le harcèlement, que sais-je. Je le sais par expérience, puisque je reçois des gens qui sont dans ces situations, et je leur dis souvent, a priori, quand elles ne m'ont pas encore dit la jeunesse de leur mal, je leur dis, dites-moi, vous êtes quelqu'un d'extrêmement stressé, là. Il faut peut-être arrêter votre façon de vivre. Ah ben absolument, me disent-elles. Ce sont des femmes souvent. Absolument. Ben, je dis oui, bien sûr. Parce que c'est la vie qui commande. C'est pas la thyroïde qui commande. C'est la vie qui commande. La thyroïde, c'est un instrument de la vie. C'est-à-dire quand on va dans une certaine voie, alors donc dans sa vie, imaginons aussi quelqu'un qui peut avoir des problèmes, parce que problèmes sociaux, oui, etc., des problèmes de la personne qui se retrouve au chômage, des problèmes familiaux, les problèmes sentimentaux. Donc tout ça va agir sur les glandes. Il n'y a pas pire que la préoccupation lancinante. On dit souvent, il faut s'occuper des choses, mais il ne faut pas s'en préoccuper. La préoccupation est délétère. C'est comme si, dis-je, on mettait la pointe d'un vilebrequin mécanique sur la thyroïde et puis on tourne. On vous détruit la thyroïde. Puis après, elle tombe en charpie et puis vous êtes une sorte de légume. La préoccupation met la thyroïde directement en prise sur votre vitalité. Ça l'abîme. Vous vous tuez à petit feu avec la préoccupation. Voilà pourquoi il faut vivre dans la paix.
Et qu'est-ce que la paix? Une paix intérieure, une paix, c'est tout un art de vivre. Ah, il n'y a pas trop de secrets. La méthode que j'ai, peut-être on en dira un mot, consiste par ces fameux champs électromagnétiques à partir des travaux de Darsonval que Gautier avait avant la guerre, que j'ai repris il y a une trentaine d'années. Cette méthode équilibre toutes les glandes. La méthode par Equilios, l'appareil Equilios qui est un nom protégé, on est en train de faire des nouvelles machines, est une méthode qui vient de Dr Jean Gautier, qui consiste à rééquilibrer tout le système glandulaire. Alors les gens viennent, on les aide. Et en rééquilibre, comment c'est une machine qui Alors, envoie des ondes électriques? C'est une machine, ce sont des ondes électromagnétiques, mais qui sont sans aucun danger. Gautier pratiquait ça avant la guerre. On met une plaque abdominale et dorsale, qui est allongée, et on fait passer le champ. Ce champ a une action d'équilibre parce qu'il sollicite chaque glande dont la pente naturelle est de fonctionner en équilibre les unes par rapport aux autres. Donc cette méthode par champ électromagnétique qui engendre une vibration moléculaire, une vibration physique et matérielle du corps, engendre par-dessus le marché un équilibrage glandulaire. Ça, c'est très remarquable. En faisant ce qu'il appelait, le docteur Jean Gautier, une puberté artificielle. Donc, on refait, par cette méthode à chaque séance, le mécanisme de la puberté. C'est-à-dire la stimulation hypophyso-thyroïdo-surrénalo génitale. Et de fait, témoignage de nombre de patients qui me disent « je sens mes glandes génitales travailler, si vous voulez ». Il y a une action génitale, parce que l'hypophyse agit sur la génitale, et c'est un très bon signe, ça veut dire que la génitale est en train de reprendre du poil de la bête parce que son rôle, c'est d'avoir une action rétroactive sur chacune des glandes endocrines. Elle a un rôle régulateur, elle a un rôle modulateur. Voilà pourquoi elle est très importante dans l'équilibre. Et la machine en question favorise cet équilibrage par stimulation de la glande génitale interstitielle. D'accord. Alors, j'aimerais bien rentrer dans un sujet que je vous ai entendu aborder, c'est justement sur la sexualité. Oui. En particulier sur la masturbation. Tout à fait. Vous étiez... Alors, je ne dis pas que vous êtes contre la masturbation, mais vous pensez que c'est un dérèglement, la masturbation, en fait, qu'on encourage, qu'on dit que c'est Absolument, naturel, c'est rien, et vous dites que pas du tout. Absolument. C'est en raison d'une impéritie radicale et catastrophique, une impéritie intellectuelle, morale, universelle, qu'on a blanchi comment dirais-je, j'allais dire cette turpitude, c'est un mot un peu fort, mais ce vice, enfin, c'est des mots forts, je sais, mais tant pis, disons, cette habitude, on l'a blanchi par méconnaissance. Dr Gautier considérait ce problème de l'onanisme ou de la masturbation comme un problème très, très important. Alors, ça fait curieux, parce que, après tout, ne cassez pas les pieds, c'est classique, les adolescents, tout ça. Pas du tout. Et pourquoi Gautier disait-il cela? Parce que cette activité sexuelle que Freud avait nommée auto-érotisme, n'est-ce pas, est un moyen excellent, si ce terme convient, le mot excellent ne convient certainement pas, pour mettre la glande génitale interstitielle en difficulté. L'atténuation génitale interstitielle. Comment ça se fait? Tout simplement, si vous vous souvenez le début de notre intervention, je disais qu'il y a opposition entre la glande génitale reproductrice et la glande génitale interstitielle. Cette opposition se marque chez les animaux. Nous savons que quand l'une est hypertrophiée, l'autre est atrophiée, et réciproquement. Et chez l'être humain, c'est quasi la même chose. Pas tout à fait, parce qu'on n'a pas d'instinct sexuel, nous. Nous avons le libre arbitre. Mais nous avons cette opposition sexuelle. S'il y a abus sexuel, s'il y a abus de jouissance sexuelle, appelons un chat, il va y avoir à la longue évidemment, puis il y a des gens qui résistent, des gens qui ne résistent pas, c'est tout à fait variable. Il ne s'agit pas de dire, voilà, c'est comme ça. Non, non, ici on est dans l'humain, donc on est dans la souplesse. Chacun est unique, chaque être humain est unique, chacun réagit à sa façon propre, mais pour autant, nous ne pouvons absolument pas dire que la masturbation n'est pas un effet délétère sur notre glande génitale interstitielle. Il faut le savoir, et je le dis depuis des dizaines d'années, moi, dans ma clientèle, il faut savoir cela, car un homme averti en vaut deux. Mais la connaissance de l'homme, il n'y a pas mieux pour nous protéger, pour protéger notre vie, pour nous protéger, pour que nous maintenions notre vitalité, etc. Donc, cette masturbation a une tendance extrêmement fâcheuse
à mettre notre génital interstitiel, glande de la volonté, glande de l'équilibre général, glande du sens moral, glande du self-control, glande de la synthèse intellectuelle, etc. Cette glande est mise en défaut. Elle est atténuée, elle souffre, mais de manière différente selon les individus. Moi, j'ai vu des masturbateurs invétérés dans mon cabinet qui étaient de gros surrénaliens. Donc, on n'a pas parlé des types glandulaires, mais enfin, si on a le temps, on verra. D'un type costaud, fort. Et ces gens sont très résistants parce que la surrénale est une glande de combativité, de puissance physique, de puissance musculaire, et elle donne une certaine résistance, surtout si l'hypophyse est là derrière. Et la masturbation n'a pas les mêmes effets que chez un thyroïdien pur. Un thyroïdien, c'est un longiligne, c'est un fragile, c'est un émotionnel. Attention, alors chez eux, la masturbation est tout à fait délétère et gravissime. Au point d'engendrer, tenez-vous bien, ici on est vu en télé, mais ça fait rien, la schizophrénie. Voilà. Dans mes bouquins, tout est expliqué. On ne le sait pas, eh bien je suis là pour le dire. Vous avez posé la question, cette question est très importante, seulement en raison, pas pour des questions morales, ça c'est un regard de chacun, ou des questions religieuses. Non, je ne suis pas là pour faire ce genre de choses, même si je le pense d'un côté, mais ce n'est pas mon problème. C'est en raison d'une conséquence purement endocrinienne. La masturbation va mettre en difficulté, c'est tout ce que je peux dire, sinon pire, en atrophie potentielle, cette fameuse glande qui est la glande de notre véritable identité humaine. Volonté, altruisme, sens moral, concentration, finalité. Qui va dire ça à personne? J'ai vu dans des ouvrages, ou en tout cas dans des revues, moi j'ai tout vu, vous savez. Oui, dès qu'à vous masturber, c'est très bien, parce que là, ça va vous faire dormir. Bah, on l'a vu, oui, c'est limite banalisé, j'ai envie de dire. C'est banalisé, non? C'est tout à fait ça. Alors, moi j'ai vu des choses. J'ai eu une femme qui me disait, ah ben mon gynéco, j'ai 50 ans, je suis veuve, il dit, il faut vous masturber un peu comme ça. L'autre m'a dit, oui, j'étais dans un état de furie terrible, connaissant ce que je connais. Et alors elle n'était pas d'accord, évidemment, avec son médecin. Elle disait, mais moi ça me fait mal à la tête, moi ça ne me plaît pas du tout. Et elle suivait son médecin. Moi j'ai vu des choses aussi invraisemblables que ça. Donc on est dans une pourriture morale, d'abord, parce que dans une impéritie de connaissances. Donc voilà ce que je voulais vous répondre. Gauthier en parle pas mal. Il y a 2 livres où je parle copieusement de cela. C'est le livre sur les maladies mentales et le livre sur la sexualité, bien sûr. En long, large, en travers. Donc voilà. Alors, cette activité, alors, je vois l'objection qu'on va me faire. Je peux continuer ou pas? Continue. On va me poser la question sûrement. Et monsieur, la sexualité, c'est un bien que je sache. Oui, bien sûr. La preuve, c'est que mon titre de bouquin, c'est connaître l'harmonie, mais aussi, j'ai mis le danger de la sexualité. Danger à cause de l'auto-érotisme, harmonie, parce que l'acte sexuel naturel et avec un amour en plus, c'est parfait. C'est tout à fait dans la nature des choses. Et c'est en plus un stimulant de la génitale interstitielle. C'est l'inverse. Parce que l'amour, n'oubliez pas que l'amour, c'est-à-dire l'altruisme, on va dire plutôt l'altruisme que l'amour. L'altruisme, la capacité que j'ai d'aimer l'autre, c'est une capacité qui me vient, permettez le terme un peu matérialiste, je suis désolé, il ne faut pas dire ça, mais enfin, qui vient de la génitale. Il ne faut pas dire qu'il vient, il faut dire que l'amour est conditionné par un fonctionnement génital, c'est plus juste. Parce que l'amour est une faculté libre, donc on ne peut pas dire qu'elle vient de la génitale. Mais cette capacité que j'ai d'altruisme est totalement conditionnée par ma génitale interstitielle. Et c'est pour cela qu'un schizophrène n'a plus aucun amour possible de ses proches et de tout le monde. Et les psychiatres le savent. Alors on nous dit, un contre-exemple de votre théorie, on a trouvé un remède à l'alcoolisme, le Blacophène, qui agit précisément sur les neurotransmetteurs du cerveau, générant une stabilisation des humeurs. C'est Grégory Godefroy. Vous connaissez? Ah, voilà. Non, je suis habitué à tous ces genres de choses. Ah, parce que vous connaissez cet argument, on vous l'a déjà... Je ne connais pas directement l'argument, mais je connais tous ces arguments qui se ressemblent. Les travaux qu'on mène sur les neurotransmetteurs ont des résultats. Et en raison du fait que la prémisse de fonctionnement, c'est le cerveau qu'on voit et pas le reste, et on dit, il y a une stabilisation, il y a quelque chose qui se passe dans les neurotransmetteurs, donc c'est bien le neurotransmetteur qui est impliqué dans telle activité d'alcool ou autre. Mais
c'est la thyroïde qui gère tout le neuronal. Tout le neuronal est géré par la thyroïde, embryologiquement. Je vous ai dit déjà qu'il n'y a pas de synaptogénèse, il n'y a pas de mélanisation sans thyroxine. La thyroïde gère toute la mémorisation. S'il n'y a pas de thyroïde, on n'a pas de mémoire, on n'a pas de langage, on ne marche pas, ou on marche à 6 ans ou 7 ans. Le neuronal, d'ailleurs la relation entre le neuronal et la thyroïde se voit dans certains cas, comme le BASDO. La maladie de BASDO, c'est une maladie d'hyperthyroïdie, avec goitre, parfois exophthalmie. Ce sont des gens hyper nerveux, hyper furieux, hyper émotionnels. Cette nervosité provient de la thyroïde. Elle ne provient pas du système nerveux. La nervosité, c'est la thyroïde qui la donne, parce que l'hormone de stimulation du neurone, c'est la thyroïde. Les hypothyroïdiens ne sont jamais nerveux. Alors, tout ce qu'on trouve dans les neurones, c'est éternel. Il y a encore des théories qui disent que la dopa pour le Parkinson, on donne de la dopa, ça améliore un tout petit peu parce que tout ce qui touche le neurone touche les glandes et réciproquement, mais la dopa ne guérit jamais les Parkinsoniens. Jamais. En revanche, j'ai des résultats avec les Parkinsoniens, moi. Ouais, avec la méthode. Alors là, après, évidemment, il y a tout un tas de grands trollers, hein, comme on les appelle, puisque tout de suite, ils me disent, oui, Tepa, les bras en tombent, la main droite de Tepa ne sait plus où se mettre. Je savais qu'en provoquant, en fait, sur ce sujet, il y a de la provocation, oui, c'est sûr. Ils font tous ce qu'on appelle un transfert. Vous êtes tous, en fait, vous faites un transfert généralisé, collectif, hein, dès que vous avez entendu ce sujet-là. Dès qu'on affirme quelque chose qui est en dehors des normes, ça crée des perturbations. Hein, voilà. Donc vous allez. Ça fait 40 ans que ça dure, alors j'ai l'habitude, mais je comprends. Il y a pas mal de branleurs qui le regardent. Alors ça, ils vont devoir se calmer. Ah ben là, il faut qu'ils se calment. Alors là, il faut qu'ils se calment. C'est un peu ça le problème. Hein. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on nous dit encore? Est-ce que la polypose nasale a un lien avec la thyroïde? Alors je ne sais pas ce que c'est que la polypose nasale. La polypose? C'est Ricoul qui nous dit ça. La polypose nasale. Ah oui, la polypose, oui. Les polypes. Ce sont des polypes en fait dans le nez, c'est ça, ouais, d'accord. Des polypes, donc des espèces de verrues, on peut assimiler, ou c'est quoi des... Les polypes, ce sont des excroissances. Hein, des excroissances un peu, mais qui peuvent déboucher sur un cancer aussi, c'est ça? Oui, les polypes, il faut faire attention, pas forcément, mais il faut surveiller des polypes. Il faut surveiller, ouais. Il y a un rapport avec la thyroïde? Il demande s'il y a un rapport avec la thyroïde. Pas directement, parce que la thyroïde est partout, on peut dire qu'il y a un rapport, puisque c'est le fonctionnement cellulaire, c'est le fonctionnement oxydatif, donc la thyroïde est impliquée, mais on ne peut pas dire que la thyroïde est responsable des polypes, c'est trop difficile. Il y a d'autres paramètres nombreux qui font qu'à un moment donné, il y a une perturbation cellulaire. C'est complexe, hein, il ne s'agit pas, on ne va pas tout résoudre. Ouais. Mais autant je peux dire que l'allergie est due à une thyroïde qui ne s'adapte pas à des causes externes, on pourrait parler de ça. Autant pour la polypose en question, on ne peut pas dire que la thyroïde est responsable des polypes. Il y a d'autres paramètres, il y a des cellules, je veux dire, il y a des récepteurs cellulaires qui font que ça réagit comme cela, par une sorte d'hyperplasie. Non, on ne peut pas vraiment dire cela. C'est trop difficile. Il ne faut quand même pas qu'on soit universel à ce point-là. Et est-ce qu'on peut dire, alors, pour continuer dans les sujets qui vont, je suis sûr, déclencher une avalanche de commentaires, est-ce que l'homosexualité, elle, peut être liée à un dérèglement donc, de ces glandes endocrines? Ah ben, rien n'échappe aux glandulaires. Hein. Absolument rien. Absolument rien. Absolument rien. Donc on pourrait dire que l'homosexualité, c'est quoi? Un dérèglement de ces glandes? Non, parce que si on dit ça, je dis oui d'un côté, mais d'un autre... Il va y avoir beaucoup d'ennemis. Voilà. On a l'air de dire alors que les glandes sont directement impliquées, alors qu'il y a la personne et son libre arbitre qui est impliqué aussi. C'est un peu plus complexe que ça. Mais là, peut-être pas parler quand même que de ça, parce que y a toutes les explications que je donne, enfin, quoique pas développées à 100% dans le livre sur la sexualité, mais si vous voulez, l'homosexualité, ça présente un problème. Parce que je dis des choses, mais les gens qui m'écoutent, s'il y en a qui sont homosexuels, ils vont se gratter un peu la tête. C'est pas grave. Ah ben nous, on en a dans l'équipe en plus, alors je veux dire... Vous en avez dans l'équipe? Oui. Alors, je vais vous dire. Il n'y a que la vérité qui compte et... Non, il n'y a pas que la vérité qui blesse, ça je dis pas ça.
si vous voulez, il n'est pas naturel, selon l'endocrinopsychologie. Je dis les choses dans une discipline que je développe par rapport à des travaux très forts de Dr Jean Gauthier. Et au fond, on a toujours besoin de savoir ce qui est vrai. Alors, je prétends que c'est vrai. Maintenant, je laisse le libre arbitre de ceux qui refuseraient. Je dis, écoutez, cherchez davantage, et peut-être que vous serez d'accord avec moi un jour, mais je n'impose rien. En tout cas, l'homosexualité, d'où ça vient? Bon, je ne vais pas dire d'où ça vient tout de suite. Je veux dire que nous n'avons pas la possibilité d'être homosexuels. Et pourtant, il y en a. Pourquoi n'avons-nous pas la possibilité d'être homosexuels? Parce que nous avons un barrage absolu dans la glande génitale, qui est la glande qui spécifie le sexe masculin ou féminin. Donc, l'homme est fait pour être attiré par une femme et la femme par un homme. C'est glandulaire, j'allais presque dire, c'est déterminant. Je n'aime pas ce terme parce que ça prive l'homme de liberté. Je préfère dire ça conditionne. Mais là, je dirais, ça détermine, parce que ça m'intéresse de le dire. Celui qui est un homme à part entière fonctionne avec une génitale normale, puisqu'il a montré qu'il est normal, quoi. Il pense, il travaille, il aime, il veut, etc. Bon, on a tous nos difficultés, mais il est normal. Je ne veux pas dire que les homosexuels ne sont pas normaux non plus, attention. Hein. Ouais, parce que... Attention, Non, je dis normal, oui, mais les mots sont là, mais je veux faire que les susceptibilités soient épargnées cependant, mais je ne veux pas aller jusqu'au bout. Parce qu'il y en a forcément qui vont être un peu le contraire d'épargner. Bon, bref, normal, ça veut dire selon la norme. Quelle est la norme? La norme, je viens de le dire, c'est qu'un homme est attiré par une femme, et qu'une femme par un homme, c'est normal. Mais à un moment, alors, qu'est-ce qui se passe? Attendez, alors justement... Alors cette norme, elle est endocrino-psychologique. J'y peux rien, c'est pas moi qui ai inventé la nature. Hein. On sait depuis très longtemps que c'est comme ça. Ah non, c'est vrai qu'il y avait des homosexuels chez les Grecs, etc. D'accord. Mais c'est le même phénomène. Lorsqu'on arrive à cet état d'homosexualité, c'est-à-dire une attirance pour le même sexe. L'attirance n'est plus vers le sexe opposé, mais vers le même sexe. Il s'est passé quelque chose dans notre économie qui n'est plus conforme à ce que donnent normalement les glandes. Quand je dis normalement, ça veut dire qu'on a un critère de fonctionnement qui est celui de la nature. Je ne dis pas qu'ils sont anormaux du tout, ils sont très intelligents, il y a beaucoup de choses chez eux. Mais je dis que la nature n'est pas homosexuelle, puisqu'on est fait pour être complété par une femme ou par un homme. Alors il y en a qui pourraient être pas d'accord, mais c'est comme ça. Qu'est-ce qui se passe alors? Pour expliquer cela, je vais vous donner, c'est la thèse de Gauthier, je la reprends. Bon. Ce qu'est un réflexe conditionnel. Un réflexe conditionnel, c'est le fait pour un animal de saliver, puisque c'est le fameux réflexe de Pavlov, à l'audition d'une clochette. Une clochette ne fait pas saliver. Le chien salive quand on lui présente un bout de viande. Et puis il saute sur la viande. Mais le réflexe conditionné consiste à lier les deux stimuli. La viande, stimulus appétitionnel, appétissant, celui qui donne l'appétence, la viande, à l'audition d'une clochette. Donc l'expérience consistait à donner de la viande au chien tout en donnant une clochette.